Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le président du Cercle des économistes et j'ai le grand bonheur de vous accueillir tous euh, pour cette seconde grande journée qu'organise le Cercle des économistes sur les grands thèmes que la France doit affronter dans cette période difficile. Il y a 2 mois, nous avons passé une journée sur la jeunesse et les difficultés qu'elle pouvait connaître. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les capacités que notre pays a de se réindustrialiser. Par la suite, nous traiterons des problèmes de technologie. Est-ce qu'on peut réacquérir en France vraiment des compétences technologiques? Vous savez qu'il y a ce débat sur l'affaire des vaccins. Et puis, nous terminerons sur la manière dont on va financer ou se finance l'ensemble des sujets. Donc, tout ça, c'est une organisation qui nous permet de lancer le débat dans le pays et de nous progressivement rencontres traditionnelles du début du mois de juillet, 2, 3, 4 juillet, à Aix-en-Provence, qui porteront sur la manière dont notre pays va s'en sortir, mais avec l'Europe, évidemment, avec le monde, je l'espère, tout cela avec beaucoup d'optimisme. C'est donc une grande ambition. Cette grande ambition, nous avons souhaité la mener avec des partenaires, et ces partenaires, c'est comme toujours Radio France et plus précisément France Info, que je remercie, qui est un soutien majeur, et puis, comme vous pouvez l'imaginer, Ouest France, qui sont j'allais dire, des partenaires absolument top. Eux à eux aussi, merci. Deuxième remarque, pourquoi nous avons choisi de faire cette opération? Alors, normalement, à Rennes, dans les faits, nous ne serons pas tous à Rennes, mais l'idée, c'est quand même que nous allons travailler toute la journée avec un regard très particulier sur le Grand Ouest, au fond, et puis peut-être plus particulièrement sur la Bretagne, tout simplement parce que la Bretagne et le Grand Ouest, beaucoup plus largement, sont des régions qui sont des régions formidables, comme toutes les régions de France, mais elles sont peut-être plus frappées par les problèmes de désindustrialisation qui ont marqué notre pays, qui donnent à notre pays, j'allais dire, une espèce de rôle et une place inimaginable dans le négatif, la désindustrialisation que nous avons connue depuis 20 ans. Les aspects les plus caractéristiques, c'est évidemment le domaine des télécommunications. Nous étions devenus vraisemblablement la France l'un des leaders mondiaux et on va fermer les dernières usines d'Alcatel en Bretagne. Et c'est toute une partie de l'histoire industrielle qui va peut-être, je l'espère, rebondir à la suite de cette journée, mais aujourd'hui, c'est une partie de l'histoire industrielle qui se ferme. Et puis, il y a évidemment l'agroalimentaire qui est une de nos forces et qui, là aussi, est très forte dans cette région et cette partie de la France et qui est frappée par les besoins d'investissement et la nature même des évolutions de consommation des uns et des autres. Et donc, c'est tout cela que nous allons essayer de traiter. Et nous avons la chance, à Rennes, d'être accueillis par la maire de Rennes, Nathalie Appéré, nous fait la gentillesse de nous accueillir. Elle va prendre la parole dans un instant, mais elle mène sa ville avec un talent et une force absolument remarquable. Et je m'incline, comme tous les gens qui aiment la politique, devant son grand talent. Peut-être une dernière remarque sur la manière dont nous allons évoquer cette journée. Elle sera marquée par des tas d'événements majeurs. Le fait que Thierry Breton nous parle au fond des grands problèmes industriels et des grands projets industriels européens, c'est absolument top. Nous aurons évidemment Monsieur Le Drian, nous aurons enfin beaucoup d'industriels, tout ça va être top. Et puis j'ai un grand moment d'émotion puisque tout ça, notre journée va être ouverte par un ami du cercle, enfin un membre du cercle mais un ami
qui est Lionel Fontanier. Il se trouve que il y a 15 ans, 16 ans, avec Lionel Fontanier, nous avions sorti pour le Conseil économique un rapport qui s'appelait Délocalisation, désindustrialisation, et nous allons expliquer tout au long de la journée que ce sont deux concepts qui sont un peu différents. Relocalisation, c'est un point, mais c'est pas ça le problème fondamental, c'est comment on réindustrialise notre pays, avec toute une série de questions qui vont traverser la journée, qui vont être celles de savoir au fond quels doivent être les acteurs qui doivent porter ça, quels sont les secteurs dans lesquels il faut mettre de l'argent, qu'est-ce qui va renforcer l'attractivité de tel ou tel territoire, qu'est-ce qui va permettre finalement d'améliorer la qualification de la population française, comment est-ce qu'on va essayer de relancer la recherche, relancer au fond tout ce qui permet de développer des écosystèmes, et le mot-clé sera peut-être celui de territoire. Ça n'est évidemment pas à l'État centralisé de décider tout, et c'est évidemment les territoires, les pôles de compétitivité, tous les lieux de compétences qui parsèment l'ensemble du pays, qui sont peut-être les plus compétents pour pouvoir exprimer ce qu'il faut faire. On terminera, alors il y a toute une série de sessions, on terminera par des conclusions qui seront faites à la fois par nos partenaires de Ouest France et de France Info, et puis par 3 membres du cercle, puisque c'est quand même, ça reste une journée du cercle. Je m'aperçois que nous sommes en fin de l'introduction que je dois faire, et je cède avec grand bonheur et grand respect la parole à Madame la maire ou la mairesse, en la remerciant une fois de plus de nous accueillir, même si on est loin, on est très proche. Ne vous en faites pas, là, en réalité, le numérique, c'est pas uniquement inhumain, c'est aussi pour de la proximité, de sympathie et de cœur. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur Lorenzi, pour vos mots chaleureux, peut-être emphatiques. Merci en tout cas de cette invitation à ouvrir vos travaux. Alors, je vous avoue que c'est un exercice un peu singulier que de vous souhaiter la bienvenue dans une ville dans laquelle vous n'êtes pas physiquement présent, mais nous sommes contraints les uns et les autres par cette adaptation au protocole sanitaire. Alors, dans une autre situation, j'aurais sans doute pu vous parler du couvent des Jacobins, notre centre de congrès qui vous aurait accueilli, qui a ouvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et en cela qui a permis de faire revivre dans ces lieux médiévaux une tradition humaniste à laquelle nous sommes très attachés à Rennes, de débats entre universitaires, intellectuels, partenaires économiques, sociaux, politiques. Et je crois que c'est aussi la vocation du cercle des économistes que de confronter les réflexions des spécialistes que vous êtes avec les praticiens que nous pouvons être de notre côté, le cas échéant. Avoir choisi Rennes, l'ouest de la France, vous avez cité les motivations qui ont prévalu à cette localisation, en citant peut-être la phase des 20 dernières années de désindustrialisation. Moi, je serais peut-être revenue finalement à des temps plus anciens pour considérer que votre choix était pertinent. Parce que s'interroger sur la réindustrialisation à Rennes, c'est le faire dans la capitale d'une région qui précisément n'a pas connu tout au moins la première révolution industrielle, ou en tout cas pas en même temps que notamment Paris ou le quart nord-est du pays. Pour les Bretons, le 19e siècle, c'est d'abord et avant tout l'exode rural massif, avec un certain nombre de représentations un peu tenaces autour des bécassines qui
peuvent en découler, avec dans cette première moitié du XXe siècle une économie qui reste majoritairement et très longtemps agricole. Et c'est finalement pour nous, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, avec la révolution agricole, avec la mécanisation, que l'on assiste à une transformation profonde de ce qu'est notre tissu économique et à l'émergence d'une industrie, d'une industrialisation bretonne. La suite de l'histoire, on la connaît, ça fait 60 ans jour pour jour, quasiment, que le général de Gaulle inaugurait à Rennes la première usine Citroën hors Île-de-France, sur le site de la Jeannet, avec à l'époque l'embauche d'une main-d'œuvre abondante, aux prétentions salariales faibles, peu qualifiées et en provenance d'un secteur agricole qui se mécanise. Et aujourd'hui encore, l'industrie bretonne est largement portée par ce lien avec l'agriculture, avec l'agroalimentaire, qui est et reste la première industrie française. Je crois que c'est un peu plus de près de 20%, je crois. Peut-être me contredirez-vous, mais dans mes souvenirs de l'emploi industriel français en Bretagne, cette proportion, elle est de fait plus que doublée, avec quasi 40% des actifs industriels qui le sont dans ce champ de l'industrie agroalimentaire. Alors, au-delà de la localisation de vos réflexions, je veux souligner évidemment la grande acuité dans le débat public et dans le débat politique de la question que vous vous posez. Va-t-on réindustrialiser la France? Et évidemment, on a vu à quel point la crise sanitaire venait ajouter des dimensions nouvelles à ce débat, au-delà de ce qu'est la question de l'emploi, de la valeur, de la balance commerciale, de la performance. On ressent aujourd'hui ce que sont les enjeux de l'indépendance, de la souveraineté. Je n'évoquerai pas les déboires nationaux que nous avons connus à travers la question de notre dépendance à la fourniture des équipements de protection individuelle face à la pandémie. Aujourd'hui, on connaît d'autres débats sur cette question des vaccins, et donc à l'évidence, la capacité nationale de production se réinvite évidemment sous d'autres termes dans le débat. Mais au-delà de ces interrogations qui sont un peu circonstancielles, je crois que vous aurez à cœur de développer non seulement le principe même, les conditions, les modalités d'une réindustrialisation, mais aussi le sens, le pourquoi de cette réindustrialisation. Et laissez-moi vous livrer une conviction qui ne vous surprendra pas. Celle selon laquelle il n'y aura pas de réindustrialisation sans véritablement de changement de modèle. Si je fais référence à l'actualité, je crois que cette pandémie nous prépare malheureusement à d'autres crises qui sont sans doute celles issues de la perte de la biodiversité et du réchauffement climatique. Et nous savons que si nous ne voulons pas aller vers d'autres catastrophes, qu'elles soient sanitaires, économiques ou sociales, nous avons aussi besoin de réinterroger, au-delà du principe même, le modèle de réindustrialisation. Et de ce fait, je veux vous dire ce qu'est notre attachement local à la conciliation entre réindustrialisation et transition écologique. Et dans ce cadre-là, la conviction que des nouvelles localisations de valeur, plus sans doute que des relocalisations, parce que nos avantages comparatifs, et c'est pas devant vous que je le développerai, restent malgré tout ténus, mais passent en tout cas par la question de l'innovation et de la capacité à produire autour de nouvelles chaînes de valeur. Et pour autant, une innovation dont on sait qu'elle prend du temps avant son transfert
dans la chaîne de la production industrielle. Et c'est ce qui nous montre, de mon point de vue, qu'il ne nous faut pas lâcher sur cette question essentielle de la capacité de nos universités à continuer à produire de la recherche d'excellence sur toutes les dimensions de transfert de technologies, d'hybridation, de fertilisation croisée entre le monde de la recherche, le monde universitaire et celui de l'économie active. Parce que si on considère que l'innovation prend du temps et qu'il faut peut-être 15 ans entre la recherche fondamentale et la chaîne de production, c'est sans doute pas inintéressant de voir qu'il y a une quinzaine d'années, je crois que c'est 2 à 3% des brevets seulement qui actaient d'innovation, soit produit ou process, avec une valeur ajoutée environnementale. Donc, nous avons encore certainement beaucoup à faire sur cette question de la recherche et de l'innovation. Alors, sur un territoire comme le nôtre, quelle forme de réindustrialisation, ou en tout cas quelle contribution à la réindustrialisation de la France? Aujourd'hui, notre actualité, elle est sans doute plus marquée par les plans d'urgence, par le soutien à des filières singulièrement impactées, d'ailleurs très inégalement impactées par la crise, avec certaines qui sont touchées de plein fouet par la question des fermetures administratives liées à des restrictions sanitaires. Et on est un peu dans cette période où nous faisons collectivement le dos rond. Les collectivités locales, évidemment, contribuent à ces plans d'urgence, à ces plans de soutien. Pour nous, à l'échelle de Rennes Métropole, c'est un peu plus de 10 millions d'euros qui ont été consacrés au soutien d'urgence sur des aides diverses et multiples aux entreprises. Et nous contribuons avec, il faut le dire, une force de frappe qui est sans doute amoindrie par rapport à celle de l'État, y compris parce que le quoi qu'il en coûte nous est interdit au regard de la nécessité d'équilibrer de nos dépenses de fonctionnement et notre impossibilité de générer de la dette sur du soutien immédiat. Mais nous y contribuons et surtout, nous avons la conviction que notre responsabilité dans cette période est non seulement d'accompagner le moment critique, mais aussi de continuer à préparer l'avenir, de continuer à insuffler un message de confiance et surtout d'accompagner filière par filière les éléments du rebond qui passent par cette réindustrialisation. Et avec, en ce qui nous concerne, je veux bien en dire quelques mots sans m'appesantir sur la situation rennaise, un plan structurel de relance que nous avons construit autour de chacune de nos filières économiques pour identifier à chaque fois ce que peuvent être les obstacles au développement, à la création d'emplois, à l'implantation. Alors, il y a bien évidemment dans ce plan de soutien aux filières des éléments liés à l'économie servicielle, qui est particulièrement impactée. Je pense à la culture, aux industries créatives, au tourisme, à tout ce qui concerne l'aide ou le soutien à la personne. Mais il y a aussi des éléments revendiqués d'une stratégie industrielle territoriale qui s'articule autour des filières d'excellence qui sont les nôtres. Monsieur Lorenzi, vous les avez déjà en partie citées dans vos propos introductifs. C'est évidemment au regard de la puissance de cet élément économique dans notre tissu d'emploi, bien sûr la question de la filière agroalimentaire, de sa montée en compétences, de la manière dont on peut intégrer en permanence l'innovation. Et c'est comme ça qu'on tire notre épingle du jeu. L'industrie agroalimentaire rennaise s'est toujours bien portée, en dépit d'un modèle agricole breton qui est quand même largement interrogé sur ce qu'a été son intensification
avec des conséquences environnementales, avec des conséquences sociales, et qui le mettait en proie à des délocalisations permanentes dans un modèle agricole mondialisé, mais en misant sur la valeur ajoutée, sur la nutrition santé, sur l'alimentation durable, nous avons une capacité en Bretagne, je crois, à faire rayonner encore cette question de l'industrie agroalimentaire et à avoir des emplois productifs qualifiés au regard des enjeux de la nutrition aujourd'hui. Deuxième élément, et vous l'avez cité là encore, ce qu'était la filière traditionnelle des télécoms, qui a marqué évidemment l'industrialisation bretonne avec les craintes liées à des opérations fablesses d'un certain nombre de grands opérateurs mondiaux aujourd'hui. Et évidemment qu'il y a des inquiétudes autour de Nokia, qu'il y a des inquiétudes autour d'Alcatel et qu'il y a néanmoins un secteur qui, là encore, par l'innovation, a permis des formes de valeur ajoutée extrêmement intéressantes et des mutations. Aujourd'hui, à Rennes, on ne parle plus forcément et uniquement du secteur des télécoms, on va parler plus volontiers de celui de la cybersécurité ou de la cyberdéfense, à la fois dans son volet civil, mais aussi dans son volet militaire. Nous avons ici un pôle de compétitivité majeur autour de la cybersécurité qui est appuyé sur la Direction générale de l'armement, mais qui est aussi renforcé par tout un tissu de la start-up à la PME qui permet à ce secteur, rien que sur notre territoire métropolitain rennais, de développer un peu plus de 1000 emplois nouveaux chaque année. Et de ce point de vue, l'année 2020 n'y a pas fait exception, a même plutôt renforcé cette filière parce que à l'heure de la dématérialisation, de nos colloques virtuels, de nos rendez-vous distanciels, cette question de la sécurité des données et de la lutte contre le cyberterrorisme a aussi été une question absolument majeure et nous avons encore à tirer collectivement notre épingle du jeu autour de cette capacité sur la cybersécurité. Troisième secteur que je prendrai en illustration, la question des mobilités et des mobilités nouvelles. J'évoquais le général de Gaulle et l'inauguration du site de la Jeannet. PSA a bien changé depuis, investi d'ailleurs assez massivement sur la transition écologique, que ce soit dans les produits, des nouvelles énergies, des nouvelles batteries, des nouveaux systèmes de stockage, des nouveaux véhicules, mais aussi dans les process, avec, je trouve, des innovations tout à fait intéressantes sur ce qu'est, dans leur vocable anglo-saxonisé, la Green Factory, ou en tout cas l'intégration des intrants environnementaux comme un véritable élément de performance de la production et le site rennais a de ce point de vue des spécificités assez intéressantes et derrière c'est toute l'industrie des mobilités qui conjugue de manière intelligente transition écologique, innovation sociale et localisation d'un emploi productif. Et enfin, peut-être dernière filière dont je ne sais pas bien si les puristes la classent néanmoins au titre de l'emploi industriel, mais pour moi, autour de la construction, autour du défi du logement, il y a aussi des perspectives de relocalisation d'emplois. J'aurais à cœur, mais je sais que le temps ne me le permet pas, de développer la bombe à retardement qui nous attend post-crise sanitaire par rapport aux enjeux du logement. C'est un élément identitaire ici, avec 30 ans d'innovation publique et de volontarisme autour de la construction de logements. Je ne doute pas que les économistes s'intéressent au rapport de la Fondation Abbé Pierre et aux défis qu'il pose, qui est aussi un défi économique, qui est aussi un défi de l'emploi, et autour de cette massification de la construction, autour de la rénovation thermique, autour des enjeux de l'économie circulaire, des matériaux biosourcés dans la construction. On a là aussi la perspective
de filières d'excellence qui sont des filières industrielles avec des capacités de reproduction de process. On n'est pas uniquement dans une forme d'économie résidentielle, on a aussi des process innovants susceptibles de s'industrialiser et de créer des emplois par définition non délocalisables. Alors pour terminer, la vision du rôle d'une collectivité là-dedans, parce que vous l'avez dit dans vos mots introductifs, parler de cette question AREN, c'est aussi consacrer la territorialisation dans les stratégies futures. Alors, bien sûr, ce sont ces éléments stratégiques de développement économique dont nous pourrions parler. C'est aussi la manière dont on va réserver dans nos modèles urbains, dans nos planifications urbaines, du foncier nécessaire à l'activité productive. Je pense que c'est beaucoup plus confort pour un maire de considérer que la tertiarisation de l'économie produit de l'activité bien plus compatible avec la raréfaction du foncier en secteur urbain dense étendu. Nous avons voulu, y compris dans la ville-centre, à l'échelle de la métropole, réserver des emprises à la localisation d'emplois productifs, d'emplois industriels, quand bien même il ne s'agit pas de ceux qui génèrent le plus d'acceptabilité sociale lorsqu'on veut les localiser. C'est aussi évidemment notre rôle dans l'écosystème, dans la manière dont on va faire se rencontrer et faire se fertiliser le système universitaire de recherche, la recherche développement et la création d'entreprises, avec un message singulier en direction des jeunes. Je vous lisais, Monsieur Lorenzi, dans Ouest France, un grand journal partenaire, si j'ai bien compris, en tout cas en situation quasi monopolistique sur le territoire rennais, ce qui explique qu'une tribune ne peut pas forcément les laisser indifférents. Et votre propos sur la manière dont on doit continuer à insuffler la question des sciences, de la technique, de la production dans le système éducatif faisait écho aussi aux réflexions qui sont les nôtres. Je ne parlerai pas du développement de la filière d'apprentissage, mais on voit bien que si on veut localiser l'emploi productif, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, on a besoin d'une attractivité de ces emplois, et on a aussi besoin de leur donner du sens. Aujourd'hui, un jeune, dans son choix d'orientation professionnelle, il est guidé évidemment par des considérations de débouchés, mais il a besoin de sens. Et quand on évoque la possibilité d'un emploi qui concilie ce beau geste de la technique avec les enjeux climatiques et environnementaux qu'il perçoit comme des horizons indépassables pour sa génération, je pense qu'on peut aussi participer à ce système de valeurs. Et puis enfin, peut-être dernier point, notre rôle aujourd'hui, il est dans la dimension contracyclique de nos investissements. Et je voudrais terminer là-dessus pour un plaidoyer sur une relance contractualisée avec les collectivités locales et territorialisée, ce qui n'est pas ce à quoi nous assistons au regard de la multiplication tous azimuts des appels à projets dont nous percevons qu'ils sont alimentés par des milliards, mais pour lesquels nous avons du mal à attirer le tuyau qui nous permettra véritablement de l'injecter sur le plan local, alors même que nous sommes prêts à contribuer à la relance. Je vous aurais montré, mais je vous le montrerai une prochaine fois, ce qu'est ce chantier qui s'achève d'une deuxième ligne de métro à Rennes. Très concrètement, c'est 1,2 milliard injecté dans l'économie et d'ailleurs en grande partie l'économie locale et le carnet de commandes des entreprises locales, avec des milliers d'emplois directs et indirects qui en sont induits. Et je pourrais citer la multiplicité de nos investissements. Pour nous, c'est près de 3 milliards sur 2 mandats qui contribuent aussi à ce moment de relance. Je vous disais que nous n'avions pas le bonheur du quoi qu'il en coûte. Ça ne nous empêche pas d'être extrêmement volontaristes et ambitieux, mais d'avoir besoin de plaider auprès de vos cercles avisés qui ont peut-être
l'oreille de ceux qui nous dirigent, de pouvoir miser sur ces projets locaux d'envergure dans une stratégie de relance économique. Et il n'y aura pas de réindustrialisation, il n'y aura pas de relance si elle ne s'appuie pas sur le territoire. Ça tombe bien, nous sommes prêts. Nous avons ce qui est une légitimité démocratique toujours très relative au regard de notre classification internationale ce matin comme démocratie défaillante à l'échelle nationale. Il n'empêche que nous avons approuvé le suffrage, éprouvé plutôt, le suffrage universel, ou alors qu'il nous a approuvé il y a quelques mois, que nos projets sont prêts et que notre capacité est bien celle de mettre autour de la table, de faire dialoguer l'ensemble des acteurs et de donner de la confiance aux acteurs économiques. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous adresser ce matin en vous redisant ce que serait notre envie brûlante de vous accueillir vraiment physiquement et de vous faire découvrir Rennes, même s'il y a toujours, du fait de l'exode rural, une part de Breton qui sommeille en chacun ou qui se vérifie dans sa généalogie. En tout cas, je veux vous dire que nous allons être très attentifs à vos travaux. Merci beaucoup. Ben, c'est nous qui vous remercions, Madame la mairesse, et un grand merci à Rennes. Et c'est vrai que vous nous accueillez pas physiquement, mais vous avez des mots si chaleureux et si intéressants que c'est presque encore mieux. Il s'avère que parfois le numérique arrive à exprimer des choses de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus dense que, j'allais dire, quand les choses sont physiques. Donc, un immense merci. Je cède la parole maintenant à Emmanuel Cuny, je crois, et qui prend le relais pour animer cette journée avec le talent qu'on lui connaît. Merci beaucoup, Président Jean-Hervé Lorenzi. Merci, Madame la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Donc, c'est parti pour cette journée de réflexion. On a déjà un bel aperçu de la problématique à la fois nationale et régionale sur le côté ouest de la France. Va-t-on vraiment réindustrialiser cette France? Jean-Hervé Lorenzi a campé le décor. Je rappelle quelques grands axes au moins de cette matinée, car vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à ce soir pour débattre de toutes ces questions. Dans un instant, Lionel Fontagnier, membre du Cercle des économistes, va dresser le panorama de la situation de la France aujourd'hui. Nous accueillerons ensuite le commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace. Je citais monsieur Thierry Breton qui répondra aux questions d'Anne Perrault, membre du Cercle des économistes, et suivront deux tables rondes, deux focus précisément. Le premier sur l'exception industrielle de l'Ouest, donc de la France, avec la participation de nombreux chefs d'entreprise locaux, dont Thierry Trusch, qui préside la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor. Le deuxième focus ensuite, de 11h30 à 13h, faut-il relocaliser, réindustrialiser ou localiser des industries nouvelles? Et là, nous entendrons notamment le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard. Il y aura également l'ancien ministre Arnaud Montebourg et Sylvie Jeannot, qui est présidente directrice générale de d'Alkia. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Lionel Fontagnier, bonjour. Membre du Cercle des économistes, donc c'est à vous que revient, je dirais, non pas l'introduction de cette matinée, mais de dresser le décor de la situation dans laquelle la France évolue aujourd'hui. Voilà, je vous cède la parole. Vous avez une quinzaine de minutes. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Emmanuel, merci pour cette introduction. Donc, va-t-on vraiment réindustrialiser la France? Je vais effectivement décrypter cette situation française à grands traits. Je voudrais juste, pour commencer, indiquer que les idées que je défendrai n'engagent pas la Banque de France, avec qui je travaille, chez qui je travaille actuellement. Voilà. Alors, nous allons tout de suite passer au premier transparent. Voilà. Alors, ce débat, ça a été dit par Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, sur la réindustrialisation, la désindustrialisation de la France n'est pas un débat nouveau. En réalité, Jean-Hervé, qui voit tout de suite
toujours venir les sujets très à l'avance, m'avait proposé en 2005 de contribuer à un rapport que nous avions fait pour le Conseil d'analyse économique du Premier ministre sur ce sujet de la désindustrialisation, de la délocalisation. Donc, un certain nombre de choses que je dirais, en réalité, sont des idées dont nous avions déjà discuté ensemble à l'époque. Et évidemment, peut-être qu'un certain nombre de choses que je dirais ne seront pas des éléments qui concordent complètement avec la pensée de Jean Hervé, mais nous en débattrons ensuite. Alors, qu'est-ce qui fait que ce débat ancien est revenu sur l'avant-scène? Ça a été dit tout à l'heure, c'est la crise sanitaire, évidemment. Donc c'est cette crise sanitaire qui a relancé le débat sur les capacités industrielles de la France. Alors on peut en débattre longtemps. Il y a évidemment d'abord une question d'impréparation des autorités sanitaires à la crise. C'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. La question des masques, ça n'est pas simplement le fait que la France ne produisait pas assez de masques, on n'en produisait pas. La question des masques, c'est d'abord qu'on ne les avait pas stockés. Mais le sujet des vaccins montre qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc pose la question d'un décrochage industriel qui est au fond une question distincte de la première. Alors, impréparation quand même, il faut savoir que beaucoup de rapports avaient été publiés par des experts indiquant que ce qui nous arrive arriverait probablement à un moment ou l'autre, sans évidemment pouvoir mettre une date dessus, et les gouvernements dans leur ensemble, quels que soient les pays, n'ont pas su préparer leurs économies à ce genre de situation. Je me rappelle par exemple que j'avais participé à un groupe d'experts sur l'Europe en 2025 à la Commission européenne, puis un second groupe d'experts sur l'Europe en 2050, et ces rapports mettaient clairement le doigt sur, évidemment, le risque d'une pandémie et sur les autres risques qui ont été évoqués tout à l'heure par Madame Appéré. Alors, face à ce probable décrochage industriel, est-ce que nous pouvons réindustrialiser? Alors, réindustrialiser, ça veut dire qu'on a désindustrialisé, sans vouloir faire de sémantique. Donc, la question, c'est de quoi parle-t-on quand on dit désindustrialiser? De quoi parle-t-on quand on dit réindustrialiser? Et au fond, mon introduction va porter sur ces thèmes et je vais évoquer ça en 3 temps. Le premier, c'est expliquer très simplement les mécanismes et comment on est arrivé à ce décrochage. Le second, c'est de réfléchir à ce que veut dire le mot industrie, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à quoi il faut réfléchir aujourd'hui. Et cette réflexion nous amène à quelques pistes. Alors, si l'on veut bien changer de transparent, merci. Donc, les mécanismes sont représentés sur ce transparent qui est donc très coloré, comme vous le voyez, et il faut commencer par regarder donc le graphique qui représente la part dans la valeur ajoutée, donc en termes non techniques, c'est la part dans la richesse créée chaque année par l'économie française des différents secteurs d'activité économique. Donc, en vert, vous avez l'agriculture. En rouge, vous avez l'industrie manufacturière, c'est-à-dire l'industrie sans l'énergie. En gris, vous avez l'activité de construction. En jaune, vous avez les services marchands. Et en bleu, vous avez ce qu'on appelle, nous autres économistes, les services non marchands, c'est-à-dire l'administration, l'essentiel de l'éducation, les hôpitaux, etc. Donc les services publics, si vous voulez. Et donc la période couverte par ce graphique commence en 1949 et va jusqu'à 2019. Donc on est vraiment sur une très grande période. Et le graphique appelle assez peu de commentaires. Le déclin de l'agriculture en termes de part dans la valeur ajoutée est quelque chose qui est bien connu. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'attrition de cette bande en rouge qui correspond à la part de l'industrie manufacturière dans la richesse créée chaque année. Mais l'envers de ce déclin de la partie en rouge, c'est évidemment la très forte augmentation de la partie en jaune. Donc on voit bien que, au fond, la désindustrialisation, c'est aussi la montée des services dans notre économie. Il ne s'agit pas de l'administration ou des services publics, il s'agit essentiellement des services à caractère marchand. Et les économistes, qui ne manquent pas de trouver des termes affreux, appellent ce phénomène de servicisation de l'économie. C'est un terme absolument affreux, mais ça montre bien que c'est l'envers du problème de désindustrialisation. Alors, ça, c'est pour les parts. Maintenant, si on regarde les niveaux, et en particulier si on regarde le volume, la quantité, si vous préférez, en termes non techniques, de produits industriels, de produits manufacturés, fabriqués en France.
Eh bien, en fait, je vais parler de la période 1958-2008, puisqu'au moment de la crise financière, il y a eu donc un choc que chacun a en tête et qui a fait que depuis, c'est à peu près l'encéphalogramme plat dans notre industrie en France. Mais de 58 à 2008, en réalité, la France a multiplié par 4 la quantité de produits industriels fabriqués. Donc on est sur cet apparent paradoxe que la production industrielle a été multipliée par 4 en réalité en volume, alors que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée ou dans l'emploi a diminué. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est ce que les économistes appellent la transition, donc la transformation de nos économies avancées. Et ça procède de plusieurs mécanismes que je vais évoquer très très rapidement. Le premier, c'est les formidables gains de productivité dans l'industrie. Donc, c'est vrai à l'usine de La Jeannet, mais c'est vrai dans l'ensemble des usines françaises. On produit toujours plus avec toujours moins d'ouvriers, d'une certaine façon. Ceci conduit à faire baisser le prix relatif des produits industriels par rapport aux services. C'est l'idée que pour le prix d'un appareil électronique, maintenant, vous avez à peine un bon restaurant, mais c'est vrai qu'en ce moment, cette comparaison est difficile à tenir. Et cette baisse du prix relatif a donc entraîné des gains de pouvoir d'achat quand on achète des produits industriels et donc un surcroît de demande. Mais ce qui s'est passé, c'est que la demande a augmenté moins vite que la productivité et la demande a augmenté moins vite que la production. Et donc, à la fin, donc, l'emploi a diminué. Donc, c'est ça les mécanismes qui sont derrière la désindustrialisation, qui sont des mécanismes que l'on a dans l'ensemble des économies avancées, y compris la France, mais à des degrés divers, qu'on va voir dans le transparent suivant. Et ça, c'est le décrochage. Ce décrochage apparaît ici, donc, sur cette période que j'évoquais après la grande crise financière. Vous voyez que le Royaume-Uni avait 10% de son activité qui était dans l'industrie, 10% de la richesse créée qui était dans l'industrie en 2008, et en 2018, le Royaume-Uni est toujours dans la même situation. La France a reculé, on est passé de 12 à quelque chose comme 11%. L'Espagne a reculé aussi, l'Italie a reculé mais moins, et l'Allemagne, que l'on prend toujours comme comparaison en France, eh bien l'Allemagne, elle, n'a pas vu son industrie reculer sur cette décennie. La part de l'industrie dans l'ensemble de l'économie allemande a même très très légèrement augmenté. Et puis surtout, j'ai mis ici la République tchèque, mais j'aurais pu mettre d'autres pays, donc qui sont des pays qui sont arrivés disons un peu plus tardivement dans l'Union européenne, avec plutôt des bas salaires, plutôt des capacités industrielles et une qualification de la main-d'œuvre très élevée, eh bien ces pays ont réussi à attirer donc de l'activité industrielle. Donc la France a décroché, c'est ce 12,3 qui est devenu 10,9 que l'on doit avoir en tête. Transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'industrie? Donc, si on regarde la définition classique, qui est celle de l'INSEE, mais aussi de n'importe quel institut statistique, ce qu'on appelle l'industrie, au fond, c'est l'activité économique qui va produire des biens matériels qui sont vendus sur le marché. Et donc, il me semble, et c'est une idée importante que je vais défendre ce matin, que cette définition, un caractère statistique, est une définition qui, aujourd'hui, n'est plus du tout adaptée à la réalité statistique de nos économies. Donc, j'en prends pour preuve donc le petit calcul qui a été fait sur la base des liasses fiscales des entreprises et que nous avons repris dans le livre que j'avais édité avec Anne Harrison. Vous avez un quart des entreprises manufacturières qui sont installées en France qui ne vendent que des services, un quart. Un tiers des entreprises manufacturières installées en France qui vendent majoritairement des services. Et vous avez 4/5 ou même un peu plus des entreprises manufacturières installées en France qui vendent aussi des services. Donc l'idée, c'est au fond que l'industrie vend des services aussi. Et aux États-Unis, donc on a même créé une catégorie statistique qui s'appelle les factoryless. Et donc de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tous les industriels qui n'ont pas d'usine aux États-Unis et qui pourtant produisent d'une certaine façon des produits industriels sans usine. Et il y a donc un des industriels américains qui est bien connu, qu'on associe souvent à la Californie, et vous avez peut-être son produit dans votre poche quand vous voulez téléphoner. Alors l'industrie, ce qui est très important, c'est qu'il ne s'agit pas tant de produire des biens, et ça a été dit par Madame Appéré, il s'agit de produire de la valeur. Alors comment produit-on de la valeur? On produit de la valeur d'abord avec des économies d'échelle, c'est-à-dire des rendements croissants.
on produit de la valeur en ayant des gains de productivité très très importants. Et quand on peut réaliser des gains de productivité importants, ça veut dire qu'on distribue beaucoup de revenus. Il y a beaucoup de salaires à distribuer parce que les salaires augmentent. Et donc, dans cette situation, ces gains de productivité vont irriguer l'ensemble de l'économie et vont pouvoir déborder sur les services, par exemple. Et donc, produire de la valeur, c'est vraiment le cœur de l'industrie. Et n'importe quelle activité économique qui produit de la valeur en travaillant à grande échelle, en réalisant des gains de productivité importants, en distribuant beaucoup de revenus, eh bien, on devrait appeler ça de l'industrie. En réalité, c'est de l'industrie. En ce sens, les services sont une industrie. Et l'industrie, c'est au fond avoir une idée, c'est prendre le risque économique de la développer. Ça veut dire, sur le plan financier, avoir une mise des départ en termes financiers absolument considérable, accès au financement, et ça veut dire travailler sur de la grande série pour amortir ses coûts. Donc tous ces thèmes reviendront probablement dans les débats aujourd'hui, l'idée, l'innovation, la prise de risque, le financement et le développement à grande échelle, ça veut dire un grand marché pour pouvoir amortir les coûts de développement de ces nouveaux produits. Alors, comme une photo vaut toujours mieux qu'un long discours, je vais donc simplement sur ce transparent vous montrer l'industrie d'hier. Donc la photo en noir et blanc, c'est une photo prise dans une usine automobile d'une entreprise dont vous devinez le logo derrière les tuyaux et qui n'est pas Citroën, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais en réalité, c'est l'industrie d'hier. Et la photo de droite, eh bien, vous avez l'impression que c'est l'industrie d'aujourd'hui. Eh bien non, c'est les services d'aujourd'hui. Ce sont les services d'aujourd'hui. Et pour ceux qui suivent un petit peu ces questions, vous aurez reconnu ici une ferme de serveurs de Google. Donc, entre l'industrie d'hier et les services d'aujourd'hui, il y a au fond assez peu de différence. C'est travailler avec des coûts fixes à grande échelle, réaliser des grands gains de productivité et avoir de grands marchés. Alors, si l'on regarde maintenant quelles sont les pistes pour avancer, pour réindustrialiser, puisque c'est la question d'aujourd'hui, la question au fond, c'est comment mener une politique industrielle et qu'est-ce qu'on appelle une politique industrielle. Et là, je voudrais clarifier un certain nombre de points. Le premier, je l'ai déjà fait, c'est que l'industrie, il faut comprendre ça au sens de valeur. Donc, c'est au fond aujourd'hui des bouquets de biens et de services. C'est pas seulement des biens matériels. Et donc, ça veut dire que ça ne sera pas simplement des cheminées ou ça ne sera pas forcément des cheminées sur nos usines. La deuxième idée, c'est que la politique industrielle et la politique de la concurrence qu'on a souvent opposées dans les débats, en particulier en France, eh bien, ne sont pas du tout antinomiques. On peut trouver des objectifs communs et on doit trouver des objectifs communs à la politique industrielle et à la politique de la concurrence. Et il me semble que si on fait ça intelligemment, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser des entrées. De nouveaux acteurs, de nouveaux concurrents vont rentrer dans les secteurs d'avenir. Et ça préserve à la fois la concurrence, donc c'est bon pour la politique de la concurrence, et ça développe les secteurs d'avenir. Et c'est exactement ce que veut faire la politique industrielle. Donc, il me semble que si on veut aller dans le bon sens, eh bien, la politique industrielle doit favoriser les entrées de nouveaux acteurs dans les secteurs d'avenir. C'est comme ça qu'elle doit être conçue. Alors, il a été dit souvent aussi en France, parce qu'on cherche toujours des responsables à l'extérieur de nos frontières, à nos propres difficultés, il a souvent été dit en France que le cadre européen était un obstacle. Eh bien, il me semble, moi, que le cadre européen n'est pas un obstacle. En tout cas, si jamais il l'a été, il ne l'est plus depuis 2014, ce qui a échappé à beaucoup de commentateurs, puisque depuis 2014, il y a en France et dans les autres pays européens, la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC. Alors derrière cet acronyme affreux, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a la possibilité pour les États de soutenir financièrement, donc d'apporter des aides financières à un certain nombre de secteurs, à un certain nombre de projets, sous un certain nombre de conditions. Et ces conditions sont essentiellement, si l'on résume, au nombre de 3. La première, c'est la défaillance de marché, c'est-à-dire si vous vous asseyez et si vous attendez que le marché réalise donc ce que je disais tout à l'heure, c'est permettre les entrées de nouveaux acteurs dans les secteurs d'avenir, eh bien ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des défaillances de marché, dont vous aurez l'occasion peut-être de débattre aujourd'hui. La deuxième condition, c'est que les secteurs concernés ou les activités concernées aient une dimension sociétale qui soit stratégique pour l'Union européenne. Et la troisième, c'est ce que les économistes appellent l'absence d'effet d'aubaine, c'est-à-dire il faut être sûr, même si on n'est jamais complètement certain, que ce qu'on va financer n'aurait pas existé si on ne l'avait pas financé. Donc c'est l'absence d'effet d'aubaine. Et donc,
Pour terminer sur ce point, il faut bien avoir en tête que l'Allemagne a beaucoup soutenu ce type de projet. Il ne vous a pas échappé pendant la présidence allemande que ce grand projet hydrogène au niveau européen avait été soutenu. Et il ne vous a pas échappé non plus que la nouvelle Commission européenne pousse beaucoup dans cette direction. Alors, il y a tout un ensemble d'exemples dont on pourrait parler. Le premier, c'est dans le domaine des microprocesseurs. Le deuxième, c'est dans le domaine des batteries. L'hydrogène va avoir une application directe en France qui est l'hydrogène décarboné. Et donc là, on rejoint ce que disait Madame la mairesse sur la nécessité d'innover, mais en même temps d'innover en ayant donc une innovation qui est respectueuse de l'environnement. L'hydrogène décarboné, c'est exactement ça. C'est un nouveau projet qui date de septembre 2020. Et puis, et là, je vais en parler en termes suffisamment vagues, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Breton. Il a été l'un des promoteurs de ce projet qui est d'une immense importance, mais qui va coûter 20 ou 30 milliards. Cette idée des nanopuces, j'espère qu'il nous en dira beaucoup plus. Et donc, l'idée que sur la première génération de puces, eh bien, il faut absolument que l'Europe ait donc les capacités industrielles en se fondant sur de nouveaux projets, sur le développement de ces entreprises pour ne pas rater d'une certaine façon cette nouvelle vague d'innovation qui va avoir des applications d'ailleurs environnementales tout à fait considérables. Voilà donc les éléments que nous pouvons mettre sur la table pour commencer à réfléchir à la réindustrialisation de la France en combinant biens, services, environnement, innovation et grand marché européen. Je vous remercie. Donc nous allons enchaîner avec le grand témoignage, le témoignage de Thierry Breton, qui est en charge à la Commission européenne de la politique industrielle et du marché intérieur. Thierry Breton qui répond aux questions d'Anne Perrault, membre du Cercle des économistes. Anne, c'est à vous. Thierry Breton, bonjour. Vous êtes, comme on dit, quelqu'un qu'on ne présente plus. Vous avez dirigé de nombreuses sociétés, principalement dans les domaines technologiques, puisqu'il s'agissait, alors je cite une liste qui n'est pas exhaustive, de Bull, Thomson, France Télécom et expérience longue avant d'être commissaire européen de 2009 à 2019, Atos. En 2019, donc, vous êtes nommé commissaire européen en charge de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Tout secteur éminemment stratégique, ce qui va nous intéresser particulièrement ici. Et puis, entre vos expériences comme chef d'entreprise, vous avez aussi réussi à caser une expérience de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous avez été plusieurs fois élu manager ou stratège de l'année. Bref, vous êtes un cumulard de fonctions pour lesquelles votre réussite a été éclatante. Vous avez donc eu plusieurs vies et c'est ce qui vous permet d'être particulièrement bien placé pour nous parler de réindustrialisation européenne et de souveraineté. Premier volet, celui de la réindustrialisation. J'aimerais savoir selon quels critères finalement l'Europe va décider de mettre de l'argent sur la table pour réindustrialiser. Est-ce que c'est des critères de souveraineté? Est-ce que c'est des domaines dans lesquels il y a une excellence européenne? Est-ce que c'est ça au fond qui va dicter le fait de mettre de l'argent européen sur la table? Est-ce que c'est au contraire les secteurs pour lesquels, alors ils se confondent peut-être dans certains cas, nous avons une capacité à exporter et là on viserait plutôt un objectif de rétablir des balances de paiement, même si évidemment ce concept au niveau européen a du mal à émerger, mais potentiellement ces critères sont assez différents au fond et entraînent des conséquences assez différentes en termes d'utilisation de l'argent public, parce que si on est prêt à payer plus cher pour acheter notre souveraineté, ce qui peut se concevoir dans certains domaines, au contraire, si on vise à créer une capacité d'exportation de l'Europe vers le reste du monde, alors mieux vaut choisir au contraire des domaines où l'Europe dispose d'un avantage en termes de qualité, de coût ou de rapport qualité-coût. Alors, sur ces différentes questions, Thierry Breton, quelle est un peu la position que vous poursuivez? Pour vous répondre, d'abord merci de cette présentation, merci de ces questions, merci aussi de m'accueillir aujourd'hui. Pour vous répondre, je vais m'appuyer sur un élément que vous n'avez pas mentionné dans la petite présentation de mon parcours personnel.
ne m'en voulez pas, hein. C'est le fait que j'ai été également professeur pendant quelques années à l'université de Harvard, professeur de gouvernance. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est à travers la gouvernance que vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Voyez-vous, d'abord, vous avez beaucoup utilisé le mot souveraineté, le terme de souveraineté. C'est vrai qu'on l'utilise pas mal ces derniers temps. Et c'est vrai que moi qui suis commissaire européen, je peux vous dire qu'il n'a pas la même connotation au nord de l'Europe qu'au sud, qu'à l'ouest même ou qu'à l'est. Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la résilience? Est-ce que c'est l'indépendance? Voilà, c'est un peu tout ça. Et donc, vous n'allez pas avoir une seule réponse. En revanche, ce qui va être la ligne directrice pour répondre à votre question, c'est la gouvernance. Nous sommes un continent qui respecte, qui est un état de droit. C'est très important pour nous. On est du reste une grande démocratie, peut-être même la plus grande démocratie au monde. C'est ce que je crois en tout cas. On l'a encore démontré ces derniers temps. Et nous avons des règles de droit qui sont très, très claires pour nous-mêmes, Européens, mais aussi pour les relations que nous pouvons entretenir avec nos partenaires. Et donc, si je vous dis ça, c'est que dans nos règles, on ne met pas, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'argent sur la table comme ça. Ça, c'était au siècle dernier. Aujourd'hui, on a des règles très précises pour pouvoir précisément mettre de l'argent public avec de l'argent privé, notamment sur des projets qui ont une vocation industrielle. Et ces règles, vous allez les trouver dans ce que nous appelons les alliances, et au-delà des alliances, les PIEC, donc les projets européens d'intérêt commun, ICPCI en anglais, donc les économistes retrouveront bien ce terme, qui qualifie très précisément les conditions dans lesquelles nous sommes autorisés, qui est compatible avec les règles que nous respectons, qui sont importantes pour nous, les règles de l'OMC, que nous respectons et que nous voulons que nos partenaires respectent, notamment en matière de réciprocité, j'y reviendrai dans un instant. Mais en tout état de cause, c'est un sujet qui est très important pour nous ici, et pour moi en particulier. Et donc, c'est à travers la mise en œuvre de ces PIEC que vous allez trouver les réponses à vos différentes questions et les différentes approches. Je vous donne quelques exemples pour être un petit peu plus précis. Nous avons initié l'initiative un certain nombre de PIEC dernièrement. Il y en a un sur l'hydrogène. Voilà, il va falloir faire des investissements très considérables sur l'hydrogène pour pouvoir faire en sorte que on développe des industries, d'abord la capacité de produire de l'hydrogène liquide, et puis des industries qui vont permettre de l'utiliser. Ça va être effectivement des créations d'emplois et de localisation d'infrastructures. On pourrait le faire en dehors de l'Europe, on a décidé de le faire en Europe parce qu'on estime que c'est important. On a fait, vous avez fait référence également, la même chose avec des batteries. Pourquoi les batteries? Pour une raison assez simple, c'est que désormais, on est évidemment un continent pour lequel l'industrie automobile, c'est très important, et on se projette sur la chaîne de valeur, et on sait que dans la chaîne de valeur des véhicules hybrides et puis ensuite tout électrique, véhicules connectés, véhicules autonomes, la batterie, la partie électrique, l'autonomie électrique va représenter la très grande partie de la valeur ajoutée du véhicule. On avance des chiffres de l'ordre de 40%, vous voyez, donc c'est des montants très significatifs. Et donc la décision a été de dire, finalement, on a intérêt à investir en amont, en matière de recherche et développement, mais investir aussi, voyez-vous, pour les composants. Parce qu'il se trouve que pour faire les batteries, il faut par exemple du lithium. Alors si c'est pour faire les batteries, effectivement, en Europe, et pour aller ensuite importer le lithium ensuite à l'extérieur, beaucoup au Chili en particulier, mais pas que, là encore, on va peut-être pas tout maîtriser, on va perdre de la valeur ajoutée. Il se trouve que j'ai fait faire en même temps une évaluation très précise du sous-sol européen, notamment en ce qui concerne les matériaux critiques, les matériaux rares. Et il se trouve que on a des mines, des potentialités de mines de lithium en Europe, en particulier au Portugal, mais on en a aussi en France, en Allemagne, dans le nord de l'Europe. Et que si on se donne les moyens, on peut devenir totalement autonome en matière de lithium à l'horizon 2025, tout en, évidemment, exploitant ces mines avec ce qui est important pour nous, c'est-à-dire
le respect environnemental, le respect de la biodiversité, etc., qui augmente un tout petit peu le coût, mais à partir du moment où on intègre tout ça dans la chaîne de valeur et qu'on contrôle l'ensemble, on est prêt à le supporter. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais je vois que vous voulez m'interrompre, et c'est pour vous dire que il n'y a pas une réponse simple à votre question. Il y a en tout cas des outils. Je crois que c'est toujours intéressant pour un économiste de regarder les outils. Il y a ensuite la façon de voir comment on va utiliser ces outils et pourquoi. Comment se fait le choix de la localisation physique des unités de production au sein de l'espace européen? Alors là, il y a des aspects différents. D'abord, dans la mise en œuvre de ces outils, vous avez trois types de partenaires. C'est la Commission européenne, donc on est un gros contributeur. Ce sont les États membres qui ont la possibilité d'intervenir, d'investir eux-mêmes, si ça correspond pour eux à, je dirais, un axe stratégique en matière de politique industrielle nationale, parce qu'ils ont des compétences locales, ça répond en particulier à votre question, parce qu'ils ont des savoir-faire, parce qu'ils ont déjà des entreprises, des industries qui y sont. Et puis les derniers contributeurs sont bien entendu les entreprises elles-mêmes qui vont donc co-investir donc aux côtés de ces deux investisseurs publics. Les choix, encore une fois, se font de façon assez pragmatique je dirais vraiment, à la base, ce sont donc les industriels eux-mêmes avec le support de leurs États membres et puis la Commission, donc évidemment, qui est en chapeautage. Mais et moi personnellement, venant de là d'où je viens, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis très attentif à ce que ça se fasse vraiment, comme on dit en bon franglais, bottom-up plutôt que top-down. D'accord. Vous vouliez aborder le sujet de la santé plus spécifiquement? Oui, c'est un sujet tout à fait important parce qu'il a été vraiment, je crois, mis à juste titre en exergue par l'ensemble de nos concitoyens européens à l'occasion de la première et deuxième phase de la pandémie que nous vivons. Et notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'abord, on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise tout à fait inédite que, comme tous les continents au monde, nous n'étions pas suffisamment équipés en matière de protection des personnels de santé, mais aussi d'éléments. On parlait évidemment des respirateurs artificiels, on n'en avait pas assez. Au mois de mars, quand on a vu que dès que la pandémie a été déclarée, on avait vu effectivement tout ça, et donc j'ai mobilisé, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, plus de 500 entreprises qui n'étaient pas des entreprises sur tout le continent européen, qui n'étaient pas des entreprises qui étaient destinées à faire ces matériels, et beaucoup de reconversions, en particulier dans le monde du textile, mais pas que. On se rappelle aussi de la mobilisation de l'industrie automobile ou de l'industrie aéronautique pour faire des composants de respirateurs artificiels. Ce qui a fait qu'en 3 mois aussi, on est devenu autonome en matière de ce type d'équipement. Alors, à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de substances actives qui n'étaient plus fabriquées, c'est vrai en Europe depuis longtemps. On est allé sans doute trop loin, c'est ce que tout le monde a commencé à dire, et notamment l'opinion publique, mais aussi les femmes et les hommes politiques. Et donc, en réalisant que beaucoup de ces principes actifs étaient fabriqués essentiellement du reste par la Chine, mais beaucoup en Inde aussi, on sait. Bon, et donc on s'est dit, moi j'ai reçu beaucoup de ministres à l'époque qui m'ont dit, ah bah tiens, mais il faudrait peut-être qu'on voit, et c'est un peu embêtant. Donc il est apparu effectivement dans ces moments-là, tension naturelle, ensuite tension peut-être artificielle, il est apparu, il est important pour mieux exister, pour mieux discuter, pour mieux protéger aussi nos compatriotes, peut-être d'avoir un peu plus d'autonomie stratégique, là on emploie le mot, on comprend bien ce qu'il veut dire, en ce qui concerne des éléments importants que ceux qui touchent à la santé. Évidemment, arrive le sujet des vaccins, où on est en train de se rendre compte d'une chose qui est assez simple, en fait. Je vais la simplifier. Le sujet est très, très important et à juste titre, et politiquement complexe, mais peut-être plus simple à comprendre quand on le prend sur un plan de développement, et sur le plan du développement et de l'industrialisation. En fait, il y a 2 phases. Donc, sur l'ensemble des vaccins qui ont été déployés, il y a les 3 catégories, les vaccins à ARN messager, adénovirus et protéines recombinantes. Et en fait, il se trouve que des investissements en recherche et développement avaient été faits depuis longtemps. Alors derrière, il faut évidemment monter tout l'écosystème industriel. On en a déjà un, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il soit plus flexible. Et là, on se rend bien compte que
il est sans doute important que alors là, on parle d'une espèce de souveraineté, c'est pas de santé. Il faut sans doute avoir une meilleure maîtrise de la fabrication complète, la capacité de fabriquer, je dirais, ce dont on a besoin, quelles que soient du reste les technologies. Alors bien sûr, pour cette crise, peut-être cette crise, y en aura-t-il d'autres? C'est ce que nous invite à prendre en compte l'OMS, parce que nous sommes bientôt 10 milliards d'habitants, parce qu'on bouge, donc il faut sans doute augmenter sa capacité de pouvoir produire, non pas 300 ou 400 millions de doses par an, mais peut-être plutôt 1 milliard, parce que nous sommes 456 millions d'Européens, qu'il faut bien en avoir au minimum 2. Donc je suis en train de regarder, pour être très précis, pour le faire rapidement, la capacité d'augmenter, d'accroître les sites déjà existants pour aller plus vite, avec là encore des cofinancements, y compris très largement européens, pour pouvoir permettre d'offrir cette possibilité accrue par rapport à des sites existants à l'ensemble de ceux qui auraient pu développer ou qui vont pouvoir développer des technologies, des vaccins multitechnologiques, sur les 3 technologies que j'ai indiquées, et d'augmenter et d'atteindre très rapidement, je parle dans les 18 à 24 mois qui viennent, une autonomie totalement stratégique de capacité de production pour au moins une année sur le continent, pour nous préparer, je dirais, à l'avenir. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être juste une dernière question avant de clôturer, puisque je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. Sur le numérique, l'Europe a mis en chantier 2 projets de règlement qui touchent au numérique, le Digital Services Act, et qui touche plutôt à la régulation des contenus, et puis le Digital Market Act, qui se propose d'adjoindre aux outils habituels du droit de la concurrence des outils de régulation des marchés. En quoi est-ce que ces 2 projets de règlement que vous avez soutenus et portés avec Margrethe Vestager et d'autres, pourrait renforcer la capacité de l'Europe à numériser son industrie pour rester sur le sujet industriel et à concourir à sa montée en efficience, puisqu'on sait que l'Europe, l'Europe est très diversifiée de ce point de vue, mais pour le sujet français, par exemple, qui nous intéresse, la France est très en retard sur la numérisation de l'industrie. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la France est très en retard sur la numérisation de l'industrie. Ce qui est certain, c'est que la numérisation, l'Europe est un continent clairement industriel. C'est le premier continent industriel encore aujourd'hui, donc on l'ignore, mais je le rappelle. Et à cause de cette position, l'Europe va être le premier continent à, je dirais, bénéficier, accompagner, créer la vraie mutation industrielle. Alors, du côté du Rhin, on l'appelait industrie 4.0, on appelait ça industrie du futur en France, c'est-à-dire effectivement, comme vous le disiez, une numérisation accrue des processus industriels et notamment à l'occasion du déploiement des réseaux 5G, qui vont permettre évidemment de totalement faire évoluer, j'allais presque dire refondir, une partie de notre industrie. Donc c'est un sujet absolument essentiel sur lequel, vous imaginez, je consacre énormément de temps et d'attention, y compris sur les aspects sécurité, et sécurité des réseaux et sécurité des fournisseurs d'infrastructures, comme vous le savez, c'est un sujet qui est très important et que je suis personnellement pour toutes les raisons que vous avez évidemment en tête. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça veut dire qu'on va générer des milliards et des milliards et des milliards de données localement, dans la capacité, dans le processus même industriel. Ces données, il faut les stocker, il faut les processer de plus en plus localement, là où elles sont créées, à travers des réseaux évidemment 5G, qui ont des capacités de temps de latence complètement différentes, de débit également différentes, qui sont très adaptées précisément à ce type de déploiement industriel. Donc c'est pour ça que c'est un tout, si vous voulez. Les déploiements des réseaux 5G vont avoir des applications très importantes dans la numérisation des processus industriels, mais pour ça, il faut aussi avoir, je dirais, les technologies, les savoir-faire pour pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'avoir, pour revenir à notre conversation du début, une alliance industrielle, donc avec un partenariat donc industriel, sur des clouds industriels qui ont des spécificités tout à fait différentes des clouds qu'on utilise aujourd'hui, qui ont essentiellement été faits au début pour supporter des données personnelles, qui n'avaient pas les mêmes, je dirais, les mêmes obligations en termes de criticité, y compris de reste en termes de cybersécurité, hélas.
Alors que là, on est vraiment sur des domaines industriels très durcis, très spécifiques, et on n'a pas ça encore sur le marché. Donc, il faut, en même temps qu'on va déployer ces réseaux, il faut accompagner précisément avec des clouds spécifiques, des clouds industriels qui sont verticalisés, une réglementation aussi qui permette de le suivre. C'est ce qu'on a fait non pas avec le DMA ou le DSA, mais avec le DGA, le Data Governance Act, que j'ai présenté 15 jours avant, pour bien organiser précisément la façon dont ces données vont pouvoir être partagées, par exemple pour les industriels, d'autres gardées, cédées, data altruisme, enfin donc des choses que je vous invite à regarder parce que c'est très intéressant, je crois, de le regarder en amont par rapport aux 2 autres actes dont je vais vous parler dans un instant, et qui accompagnent précisément ce déploiement industriel et pour lequel l'Europe dans son ensemble et la France en particulier vont pouvoir jouer un rôle très important en matière d'innovation de processus. Il faudra aussi avoir de la puissance de calcul et donc des processeurs spécifiques parce qu'elle est de plus en plus reléguée là où sont créées les données. On pense évidemment pour les véhicules électriques, c'est facile. Il faut évidemment traiter les données en temps réel. On n'a pas le temps de les renvoyer dans un cloud qui soit centralisé. Il faut donc avoir des mini-clouds qui sont portés par le véhicule lui-même. Des supercalculateurs edge computers sont évidemment délocalisés et qui vont traiter en temps réel. Donc, la multiplicité des données qui sont acquises pour pouvoir les traiter et mettre ensuite l'application qui s'y réfère. Donc ça, on voit bien, si vous voulez, le schéma, il est celui-ci. Et dans ce contexte-là, donc vous voyez, là encore, Alliance et PIEC sur les clouds industriels. Là encore, on n'est pas naïf. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez qu'on cherche le moyen d'être compétitif, level playing field, avec nos grands concurrents, que sont les Américains et les Chinois. Les Chinois, pour ce type de développement, ils mettent massivement de l'argent public. Moi, je ne peux pas le faire. Les Américains aussi, à travers le ministère de la Défense. Un exemple, il y a un très grand contrat qui a été de 10 milliards de dollars, qui a été octroyé dernièrement, il y avait 2 candidats, pour faire justement des clouds industriels qui n'existent pas sur le marché, je le redis, entre 2 très grands acteurs américains, je ne vais pas les citer, et il y en a un qui a perdu, il attaque l'autre parce qu'il sait que là, il y a beaucoup d'argent public en amont pour faire ces investissements. Ben, notre modèle à nous, européen, c'est le PIEC, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir maintenir un level playing field, c'est-à-dire trouver le moyen de mettre de l'argent public, mais encore une fois conforme aux règles de l'OMC, et pour pouvoir, là aussi, préserver notre avance, voire aussi notre autonomie, dans des domaines où on ne trouve pas ça, du reste, aujourd'hui, sur étagère. Et donc, ça, c'est vraiment l'aspect très important en ce qui concerne donc les données industrielles. Alors ensuite, effectivement, vous avez fait référence au DSA et au DMA, je conclurai par ça. Le DSA, c'est le Digital Services Act, c'est un acte législatif qui permet de mieux réguler, je dirais, les obligations des plateformes, obligations de moyens, obligations de résultats, et notamment tout ce qui concerne les contenus haineux, les contenus terroristes, etc. Et donc pour arrêter, pour faire en sorte que, je vais le dire en une phrase, mais ce qui est interdit offline doit être interdit online, et ce qui est autorisé offline peut être autorisé, doit être autorisé online. Et donc on a mis, c'est un énorme pas en avant, qui m'a demandé avec toutes mes équipes 1 an de travail, c'est un très très gros mouvement. Et je pense que ça va vraiment dans le sens qui était attendu par tout le monde, et pour lequel, du reste, les plateformes sont assez d'accord quand vous les interrogez. Il fallait le faire, et je crois qu'on sera le premier continent à le faire, c'est une bonne chose, c'est très important. On est encore une fois maintenant dans nos discussions législatives, hein, on est une démocratie, il faut le rappeler tout à l'heure, hein, et donc, comme toutes les grandes démocraties, comme les États-Unis, nous aussi, il faut qu'on aille devant notre Parlement, qui est l'équivalent de la Chambre des représentants, c'est nous, c'est le Parlement. Il faut aussi qu'on aille devant notre Sénat à nous, qui représente les territoires, qui représente les États, c'est-à-dire le Conseil européen. Donc on a aussi nos 2 co-législateurs, et on est maintenant dans cette période pour pouvoir faire effectivement voter, en termes similaires, donc les 2 co-législateurs sur cet acte législatif. Et puis vient enfin le DMA, qui lui régule, organise un peu mieux les aspects économiques, dans lesquels l'espace économique, on va dire, dans lequel évoluent les plateformes, en qualifiant ceux qui ont des positions de gatekeepers, c'est le langage qu'on a utilisé, pour leur donner des obligations, éviter les situations de monopole, boulot d'étranglement, etc., et qui doit nous permettre, là encore, je pense qu'on est le premier continent à le faire, qui doit permettre, je dirais, d'avoir une meilleure régulation économique, donner de l'espace à tous les acteurs, y compris évidemment aux acteurs économiques, et donc favoriser l'innovation. Eh bien, il me reste à vous remercier beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Tout ça est très clair et je vous dis à bientôt.
Et merci à vous, Anne Perrault, membre du Cercle des économistes. Merci, monsieur le commissaire européen. Il y aura d'autres grands témoins au fil de cette journée de débat sur la réindustrialisation de la France. Je vous renvoie à la consultation du programme sur le site du Cercle des économistes notamment. Alors, sans tarder, je passe la parole à mon confrère de Ouest France, Patrice Moyon, pour le premier focus, l'exception industrielle de l'ouest de la France, un atout pour les relocalisations post-crise, point d'interrogation, bien sûr. Patrice Moyon, c'est à vous, avec avant un témoignage de chef d'entreprise.